Bonjour, bienvenue dans Dimanche en Politique, votre magazine de débat régional. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Mettons vraiment un pognon de dingue dans les minima sociaux pour qu'au final les gens ne s'en sortent pas, comme l'a déclaré notre président de la République. Emmanuel Macron est-il un président social? Les mesures gouvernementales annoncées vont-elles le démontrer ou pas? Nous en débattons cette semaine avec nos invités que je vous présente. Elisabeth Toutu-Picard, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche de Haute-Garonne. Vous êtes également élue à la mairie de Toulouse. Face à vous, une autre députée, Gisèle Biémouret, bonjour. Bonjour. Élue du Gers, où vous êtes également membre de la commission Solidarité au conseil départemental. Enfin, il sera la future tête de liste aux européennes de la France Insoumise, actuel porte-parole du mouvement, Manuel Bompard. Bonjour à vous. Bonjour. Avant de vous entendre, mesdames, messieurs, on écoute, comme le veut la coutume ici, les citoyens. Le président de la République et sa majorité ont-ils raison de vouloir réformer la politique sociale? Réponse. Ici, Colomiers, un bastion de gauche, un vrai front anti-Macron. Mais on va voir sur le marché de la ville que la question de la réforme des aides sociales, c'est beaucoup plus nuancé et que certains habitants de la commune ne sont pas franchement hostiles. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait réduire le volume des aides sociales? Ah, ça c'est possible, oui, oui. Vous, ça vous choque pas? Non. Vous êtes pour une réforme? Ouais, ça peut choquer certains, mais oui. Oui, un ras-le-bol, parce qu'au final, quand soi-même on est dans le besoin, finalement, il n'y a pas grand-chose pour nous. Trop d'aides sociales, peut-être, oui. Peut-être, oui. Non, moi je pense qu'il faut les maintenir, oui. Il ne faut pas toucher, il ne faut pas réformer ces aides sociales. Pour moi, non. Après, c'est personnel, mais voilà. Non, il faut aider les étudiants, au contraire. Elles ne sont pas assez suffisantes et elles ne sont pas orientées vers les bonnes, les gens qui ont vraiment besoin. Si les gens ils travaillent tout ça, ils n'ont pas besoin d'aide sociale. Si tout le monde se met à travailler, le problème il est là. Alors, pour débuter, retour sur cette déclaration d'Emmanuel Macron. On met un pognon de dingue dans les minima sociaux et les gens ne s'en sortent pas. Alors, vous qui faites partie de sa majorité, Elisabeth Toutu-Picard, qu'a voulu dire Emmanuel Macron? Il a dit quelque chose un constat partagé par tous les économistes, c'est-à-dire qu'effectivement, on consacre une part très importante de notre budget, le budget de l'État, à des minima sociaux et à des prestations sociales. Pour les minima sociaux, 26 milliards d'euros, ce qui correspond à peu près à 1,5 de notre PIB. Si on en rajoute à ça toutes les autres prestations sociales, on arrive à plus de 700 milliards d'euros. Mais pognon, c'est pas un mot un peu trop cash? Alors, je finissais sur la question. Et donc, ce qu'il constate, c'est qu'en fait, il y a énormément d'argent qui est investi. C'est objectif, c'est un critère que tout le monde constate. Et par contre, en retour, on n'a pas l'effet attendu. Alors, pognon, ça c'est une question de vocabulaire, mais qu'on dise pognon, fric, flouze ou autre chose... c'est la même matière. On voit que vous avez le vocabulaire, en tout cas. C'est la même matière première. C'est le même problème et la même réalité qui est dénoncée et qui est partagée par tout le monde. Alors, cette déclaration n'a pas été interprétée de la même façon à gauche, Gisèle Biémouret. Non, pas du tout. Pas du tout. D'abord, oui, le terme pognon de dingue, 1,5% du PIB pour aider les plus exclus, je ne trouve pas que ce soit un pognon de dingue. Et puis, il faut peut-être rappeler, ça c'est une tactique du gouvernement et du président de la République. Il interpelle directement les citoyens et il décide que rien ne marche dans ce pays. Alors effectivement, si on est à la tête d'une start-up, ça ne marche pas bien, c'est sûr que le retour sur investissement n'est peut-être pas le bon, mais je rappelle qu'avant aide sociale, il y aurait 24% de pauvres en France. Après aide sociale, il y en a 13,4%. Donc, je me dis que ce pognon de dingue sert quand même à quelque chose, sert aux plus défavorisés et sert à les maintenir et à pouvoir survivre. Parce que, bon, un RSA à 536 € par mois, on ne peut pas dire que ce soit un pognon de dingue pour celui qui le perçoit. Qui le perçoit. Manuel Bompard. Ouais, je trouve que la déclaration, elle est d'abord inexacte, ça a été rappelé à l'instant, et par ailleurs assez indécente. Quand on a un président de la République et un gouvernement qui, effectivement, a donné un pognon de dingue à une catégorie de la population, par exemple en supprimant l'impôt sur la fortune, en réduisant les impôts pour les plus riches, en mettant en place la flat tax, qui a coûté beaucoup d'argent. C'est inexact parce que,
En gros, si on regarde la part liée aux prestations sociales, effectivement, c'est autour de 70 milliards d'euros. Mais donc, ce qu'il dit est totalement faux. Vous êtes pas dans une logique « touche pas à mes allocs ». Il n'y a vraiment il y a sans doute beaucoup de choses à améliorer. Parce que quand vous avez 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, il y a des choses à faire. Mais je ne crois pas que la manière de rentrer dans le débat, ça soit de dire que ça coûte trop cher et que ça ne sert à rien. Toutes les études montrent l'inverse. Par exemple, s'il n'y avait pas ces aides, les écarts de revenus dans la population seraient beaucoup plus forts que ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors, l'objectif n'est pas de porter un jugement de valeur. Le président Macron n'a jamais dit que le principe même de donner de l'argent aux plus démunis devait être remis en question. Non, ce qu'il dit en fait, c'est que ce système-là n'est pas efficace. On le voit bien d'ailleurs dans votre reportage. Il y a plein de personnes qui disent, enfin les personnes interrogées, disent que ça ne va pas aux personnes qui sont censées être aidées. Et c'est ce qu'on observe actuellement. Il y a 9 millions de Françaises et de Français qui sont en dessous en fait du seuil de pauvreté, qui n'arrivent même pas à avoir 850 € par mois, notamment beaucoup d'enfants, beaucoup de familles monoparentales. Les mesures qui sont prises, notamment pour le RSA par exemple, en 10 ans, on a rajouté 80%, on a augmenté de 80% en fait les sommes qui ont été investies dans le RSA, et on se rend compte qu'en fait il n'y a que 35%, il y a 35% qui ont droit et qui ne font pas la demande. Voilà. Mais donc c'est quelque chose qui dysfonctionne dans le système lui-même. Est-ce que c'est pas maladroit au-delà du constat sur le fond, la forme? Parce que ça, en même temps, on apprend une baisse de l'APL, on part d'une éventuelle remise à plat des retraites de reversion. Est-ce que c'est pas le mauvais moment pour parler avec des mots pareils? Non, alors les mots, après, c'est une question de terminologie. On est tous étonnés et c'est peut-être nouveau, effectivement, dans la culture politique, de voir un président qui, en fait, utilise des mots familiers. Mais je ne crois pas qu'il faille lui faire un procès d'intention sur une quelconque volonté de culpabiliser ou d'humilier les gens qui sont en situation de difficulté. Nous avons un président de la République qui est un humaniste, pragmatique et progressiste. Il veut que l'économie... Ça fait sourire, voire rire. Il veut que l'économie soit mise au service du social, des sociétés, pour que chacun trouve sa place dans la société. Donc c'est ça l'objectif. On va rentrer justement dans les mesures, dans les projets. Non, moi je ne pense pas que... ce que je trouve, c'est que ce président utilise des mots, méprisants pour les plus faibles. Je ne dirais pas qu'il n'a pas les mêmes pour les plus forts. C'est-à-dire que son vocabulaire un peu à l'emporte-pièce est toujours dirigé vers les mêmes. Ceux qui ne sont rien, les feignants qui feraient mieux d'aller travailler au lieu de manifester. Ça vous rappelle les sondants de François Hollande? Si vous voulez... Non, écoutez, François Hollande n'est plus là. C'est d'Emmanuel Macron que l'on parle aujourd'hui. Encore un extrait de vocabulaire. Oui, de vocabulaire fleuri qu'on a dans le contexte politique. Je ne l'ai pas entendu le dire. Et là, ça a été répété. Ça n'a pas été... Il ne l'a pas dit. Oui, il ne s'est pas fait filmer par son équipe en train de le dire. Voilà, en train de le dire. Mais enfin, parce que nous ne sommes pas là pour parler de François Hollande, je crois que... Enfin, pas encore, on ne sait jamais s'il revient. Pour le moment, on va dire que lui n'a plus de responsabilité. Lunettes, prothèses auditives ou dentaires, au 42e congrès de la Mutualité française à Montpellier, le président a annoncé le reste à charge zéro. Alors, réelle conquête sociale, comme il l'a qualifié lui-même, Emmanuel Macron, ou alors coup de com', selon vous, Manuel Bompard? Non, mais c'est un point positif. Je ne vais pas vous dire l'inverse, c'était y compris dans le programme de la France Insoumise, vous voyez, à l'élection présidentielle. Donc, l'idée de dire que les gens doivent pouvoir accéder à des lunettes ou à des soins dentaires sans débourser un centime, c'est une proposition qui est une proposition positive. Il n'y en a pas beaucoup en ce moment, je pense qu'il faut le souligner quand c'est le cas. Ceci étant dit, je pense qu'il faut aller plus loin et qu'il faut faire quelque chose de plus cohérent, parce que vous ne pouvez pas en même temps faire ça et dans le même temps, par exemple, augmenter le forfait hospitalier. Parce que ça veut dire que les gens ont de plus en plus de difficultés à se soigner. Donc on s'attaque à une partie et je trouve que c'est positif, mais je crois qu'il faut aller plus loin. Pour notre part, on proposait ce qu'on appelait la sécurité sociale intégrale, c'est-à-dire l'idée que 100% des soins doivent être pris en charge par la sécurité sociale. Et c'est quelque chose qui est facilement finançable, notamment si vous intégrez tous les frais de gestion des mutuelles, etc., au régime de la sécurité sociale. Ça existe, vous savez, en Alsace-Moselle, par exemple. Oui, c'est le régime qui est en cours. Nous, on pense qu'on devrait généraliser ce régime à l'ensemble du territoire national pour que tout le monde puisse se soigner, parce que dans ce pays, il y a de plus en plus de personnes qui n'arrivent plus à avoir accès à des soins. Et je crois que c'est un problème auquel on doit pouvoir s'attaquer dans une puissance riche comme la France. C'est une première étape, ça, justement, ce qu'il a annoncé, le reste à charge zéro. D'autres progrès, entre guillemets, pourraient suivre ou pas? Une étape notable, quand même, parce que ça va toucher énormément de personnes. Des gens qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas à payer le reste à charge, qui est très important sur les prothèses auditives.
il y a 46% de reste à charge pour les prothèses auditives, 35% pour les prothèses dentaires, 20% pour les lunettes. Donc ça va énormément changer la vie des Françaises et des Français. Et ça, c'est pour le bon une mesure extrêmement sociale et qui n'a, vous voyez bien, qui ne montre pas une perception méprisante. C'est pas l'arbre social qui cache la forêt libérale. Un arbre social, d'abord, ça va quand même représenter des sommes importantes. Et puis, ça va arranger tellement la vie, notamment des personnes âgées qui étaient désocialisées. Les jeunes enfants, en plus, on va l'accompagner de mesures de prévention, de la surdité pour les jeunes enfants. Donc, il y a... Non, c'est une mesure qui est fondamentale et qui avait été d'ailleurs prévue dans le programme initial d'Emmanuel Macron. Et pourtant, qui fait ce qu'il dit qu'il va faire. Et pourtant, à l'issue de ce discours à la Mutualité, à Montpellier, Carole Delga a déclaré, la présidente de région socialiste, à nos confrères de Public Sénat, je ne vois pas de tournant social. Vous ne le voyez pas, vous non plus, ce tournant? Non. On vient d'examiner le projet de loi la liberté de choisir son avenir professionnel. Et moi, je ne vois aucun tournant social. D'ailleurs, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a été elle a très bien expliqué, il n'y a pas de tournant, social. Il y a chacun, puisque ce projet de loi doit émanciper les Français par le travail, donc il y a cette émancipation par le travail, mais je n'y vois pas beaucoup de social là-dedans, parce que si vous voulez, il y a une recrudescence parce que tout a été quand même, vous allez me dire, peut-être qu'on avait commencé avant, mais bon, il y a... si vous l'avouez vous-même. Je vous le dis, mais il y a effectivement... Non, mais je dis, si on prend par exemple les CDD, il y a de plus en plus de CDD, ça n'a pas commencé cette année, ça, bon, effectivement, il y a de plus en plus de CDD, donc il y a de plus en plus de travail précaire et de CDD très courts. Et si vous voulez, moi, ce qui m'inquiète, et on ne l'a pas abordé, c'est la possibilité de baisser la prime d'activité. Oui. Et ça, c'est complément de salaire versé à certains salariés. Et ça, je pense que c'est vraiment très grave, parce que s'il y avait une mesure sociale du gouvernement précédent, c'était celle-là. Parce que si l'on regarde à peu près quel est le portrait un petit peu des personnes les plus en difficulté, les plus pauvres, et qui travaillent, parce que bon, la pauvreté est multiple. Et les aides sociales sont multiples justement parce que cette pauvreté est multiple. Dans les années 70, la pauvreté était monolithique. Il était facile il y avait moins d'aides, mais c'était peut-être plus facile. Maintenant, effectivement, une femme seule avec 2 enfants qui travaille à temps partiel, la prime d'activité était pour elle une conquête on va y revenir justement à ce débat sous-jacent, mais primordial, qui est celui du retour au travail, justement, parce que minima sociaux, ok, mais retour au travail encore plus important. Alors, il y a les annonces, les projets et puis les tentatives d'expérimentation. Alors, plusieurs départements de notre région ont ainsi annoncé vouloir lancer un revenu universel ou de base. Alors, Quesaco, qui pourrait être concerné, à quel terme et surtout comment le mettre en place? Élément de réponse avec Christophe Nédart et Thierry Villéger. Fabrice a 39 ans. Ce matin-là, il prend son petit déjeuner dans un lieu d'accueil géré par le Secours catholique. Pour ce sans domicile fixe, obtenir des aides est un vrai parcours du combattant. C'est assez compliqué de rassembler tout et papier quand on n'a plus de vie du tout. Que pour un logement, on n'a pas tout et papier. Donc le dossier en attente, des fois, c'est vraiment galère. Après, on n'arrive plus à vivre. Et résultat, on se retrouve à la rue, on se retrouve vraiment exclu de société. Et le problème est là. En Haute-Garonne, plus de 30% des personnes en grande précarité ne profitent pas des aides sociales, notamment du RSA, le revenu de solidarité active. Au-delà de la complexité des démarches, il y a aussi un sentiment de honte qui les freine. Pour pallier ce non-recours, le conseil départemental souhaite mettre en place un revenu de base. Ça va être automatique, c'est-à-dire que la personne qui y a droit, eh bien, nous lui versons. Alors qu'à l'heure actuelle, il faut exprimer une demande. Ça, c'est un point important. Tout ce que nous appelons les non-recours doivent être servis par ce revenu de base. Les 13 départements qui souhaitent expérimenter ce revenu de base planchent sur 2 scénarios. Scénario 1, fusionner le RSA et la prime d'activité, soit 461 € par mois pour une personne seule et sans ressources. Scénario 2, qui a les faveurs de l'exécutif haut-garonnais, on y rajoute les APL, soit 725 € par mois pour une personne seule et locataire. Ces aides visent à favoriser la reprise d'activité
et sont conditionnés aux ressources du bénéficiaire. Il va s'adresser à des personnes qui sont privées de ressources, mais également s'adresser à des personnes qui ne tirent pas de leur activité professionnelle un revenu suffisamment décent. Du côté des associations, ce projet de revenu de base laisse perplexe. Au Secours catholique, on salue l'initiative, mais on estime que ce n'est pas suffisant pour aider les personnes en réinsertion. Surtout, il faut de l'accompagnement. Concrètement, sur le terrain, c'est ce volet-là qui est toujours le parent pauvre. Et c'est pour ça, en fait, qu'on n'arrive pas à sortir des personnes de la pauvreté ou de la précarité. Le coût du revenu de base par département varie de 3 à 8 millions d'euros par an pour 20 000 personnes. Reste un obstacle de taille. Pour le moment, juridiquement, les départements n'ont pas le droit de lancer une telle initiative. Il faut donc une loi qui assouplit le droit à l'expérimentation pour les collectivités locales. Les élus l'espèrent dès l'automne. Alors continuons à parler justement retour à l'emploi. Manuel Bompard, ce revenu de base, certains disent qu'il va favoriser la reprise de l'activité, d'autres disent c'est de l'assistanat supplémentaire. On se rend compte qu'il y a une autre piste qui est explorée également, c'est le versement social unique qui reviendra à peu près à la même somme. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça finalement ? Je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. Je pense que l'initiative qui a été présentée là est intéressante puisqu'on sait qu'il y a de plus en plus de personnes qui auraient le droit à des aides sociales et qui ne les demandent pas pour des raisons de complexité ou pour des raisons, ça a été dit, de gens qui pensent que ça va leur donner un sentiment de honte. Bon, donc faciliter l'accès à l'aide sociale me paraît être quelque chose de positif. Néanmoins, on a vu les montants là. Tous les montants sont en dessous du seuil de pauvreté, ce qui pose quand même une difficulté parce que pour vivre dignement dans ce pays, il faut avoir... Donc je crois qu'il faut aussi augmenter ces minima sociaux et il ne faut pas opposer ça avec l'idée du retour à l'emploi et d'avoir une politique qui va dans le sens de la création d'emplois. Et de ce point de vue-là, tout ce qui a été fait pour l'instant, cette soi-disant théorie du ruissellement, j'ai l'impression que c'est la théorie du ruissellement pour la piscine de Brégançon, mais ce n'est pas forcément la théorie du ruissellement pour l'économie. C'est-à-dire que les revenus de la production des plus riches peuvent bénéficier et ruisseler sur les plus pauvres. Exactement, mais toutes les études qui ont été montrées ces derniers temps montrent par exemple que la croissance n'a pas été aussi haute, l'augmentation de la croissance n'a pas été aussi haute que c'était envisagé, notamment par un ralentissement de la consommation. Et la preuve que cet argent-là, en fait, elle ne ruisselle pas, elle n'alimente pas l'économie. Et donc, on a de l'emploi qui n'est pas créé. Et donc, je ne crois pas qu'il faille opposer les deux, dire les aides sociales. Non, il faut pouvoir vivre dans la dignité dans ce pays et en même temps avoir des politiques en faveur de la création d'emplois. Ce que nous proposons, nous, par exemple, avec la transition écologique, les rapports montrent qu'on peut créer 1 million d'emplois avec la transition écologique. Et là, on voit qu'on n'y met pas d'argent et je trouve ça problématique pour le pays. Oui, il y a eu simplement une remarque de bon sens. Pour qu'il y ait ruissellement, il faut que le cours d'eau soit alimenté. Il sera alimenté si l'économie redémarre. Et l'objectif de Macron, en fait, sa philosophie politique, c'est de tout axer sur le retour à l'emploi, pour qu'il y ait un meilleur ajustement entre la demande des entreprises et puis les 3 millions de chômeurs. Quand on sait que ces 3 millions de chômeurs, il y a à peine 9% qui, chaque année, retrouvent un emploi, c'est qu'il y a une inadéquation, en fait, dans la formation donnée initialement à ces populations défavorisées et puis les besoins de l'économie. Est-il vrai que la moitié des allocataires du RSA n'auraient pas d'accompagnement ? Oui, c'est tout le problème, en fait. L'idée du programme Macron, c'est à la fois libérer l'économie, pour relancer l'économie, pour favoriser la baisse du chômage, pour que cet argent qui est mis actuellement sur le chômage puisse être réinvesti dans une politique sociale et en même temps de protéger ceux qui sont en grande difficulté. Et donc là, il y a 3 piliers, 3 portes d'accès. C'est d'abord la prévention en matière d'éducation, d'où la décision de diviser par 2 les classes des zones défavorisées, parce que quand on est malheureusement dans une situation de grande difficulté, on a toutes les chances d'y rester. Puis ensuite, c'est la politique de prévention de santé, on en a parlé tout à l'heure. Et puis ensuite, c'est tout ce qui relève en fait de la formation, de l'apprentissage. C'est la loi qui vient de passer sur le projet d'avenir pour ajuster l'offre de travail au profil des demandeurs d'emploi. Et ensuite, il y aura l'accompagnement pour les poches de pauvreté. On sait que la pauvreté prend des visages extrêmement différents et revaloriser, par exemple, la place des travailleurs sociaux. Et quand le président Macron parle de responsabiliser, ça veut dire quoi, responsabiliser ? Mais il part du constat qu'en fait, on ne peut pas toute une vie vivre dans une situation d'assistance. Il faut renforcer les contrôles, être sûr qu'on ait vraiment besoin des Je ne pense pas que ce soit un vrai projet de vie que de vivre en permanence, la tête à peine au-dessus de l'eau, alors qu'il faut...
on a une capacité de créativité, de participation en fait à la société qui n'est pas utilisée. Et donc, il faut pousser ces chômeurs à pouvoir se réinvestir dans la société en les formant. Les pistes de retour à l'emploi, quelles seraient-elles selon vous, Gisèle? Oui, mais il y a aussi comment dire, des affirmations qui sont fausses. Dire que ça ne marche pas, on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas vrai. Ça fonctionne. Il manque des emplois. Rappelons-nous quand même, en disant que le RSA a augmenté depuis 2008 énormément, bon, il a augmenté parce qu'on s'est retrouvé quand même dans une crise importante. Oui, et tout à fait. Et donc, si vous voulez, avec beaucoup moins d'emplois. Bon, le département du Gers était candidat nous y réfléchissons depuis déjà plusieurs mois, était candidat pour le revenu de base. Voilà, pour expérimenter le revenu de base avec la Haute-Garonne et l'Ariège, en Midi-Pyrénées, et en Occitanie, en élargissant l'Occitanie et le département de l'Aude aussi, pour expérimenter le revenu de base. Mais la semaine dernière, notre collègue Alain Péréa, qui est député de l'Aude, a posé une question. Et Olivier Dussopt lui a répondu en disant qu'il n'en était pas question de cette expérimentation, que si les départements voulaient l'expérimenter, il fallait qu'ils le financent. Mais est-ce que ça change vraiment grand-chose? C'est qu'a dit Emmanuel Bompard. Oui, on additionne les allocations qui existent. Donc, il y a déjà eu le quinquennat précédent, le rapport Sirug, qui préconisait justement une fusion des minima. Bon, j'ai rendu un rapport sur l'accès aux droits. Effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué pourquoi? Parce qu'au départ, c'est vrai qu'il y a de nombreux minima sociaux, mais c'est aussi compliqué parce que depuis de nombreuses années, les seules avancées que l'on ait faites, c'était pour traquer les tricheurs, mais pas pour que l'accès aux droits soit favorisé. Vous savez, il y a un discours très hypocrite, et moi, voilà, dans tout ça, parce qu'on sait très bien que si l'accès aux droits se fait vraiment à 100%, il va y avoir 7 ou 8 milliards de plus. Hein. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait? La priorité pour le retour à l'emploi, ce serait quoi? Il faut abandonner je pense qu'il faut parler tranquillement, revoir sûrement les minima et essayer et peut-être en fusionner plusieurs et faciliter l'accès. Mais il faut qu'à ce moment-là, le gouvernement ne soit pas hypocrite et veuille bien financer le montant nécessaire pour le faire. Moi, je crois que la question, après, c'est une question de politique générale. Parce que moi, je crois, madame, que les gens ont envie de travailler. Et que personne... Je le crois aussi. Donc je ne crois pas que la question soit de mettre en place des politiques de contrôle. La question est de faire en sorte que ces gens puissent avoir un emploi. Et pour avoir un emploi, il faut avoir une politique de création d'emplois. Or, la politique qui est mise en place aujourd'hui, excusez-moi, n'est pas une politique de création d'emplois. La question qui est posée aujourd'hui, c'est qu'il y a des grands secteurs de l'économie dans laquelle on peut investir massivement de l'argent public pour en faire des volets d'entraînement pour l'économie dans son ensemble. Pourquoi on ne met pas d'argent? Nous, on avait proposé un plan d'investissement de 100 milliards d'euros, dont la moitié dans la transition écologique, de l'argent dans l'économie de la mer. La transition écologique, ça peut créer plus d'1 million d'emplois. L'économie de la mer, plusieurs centaines de milliers d'emplois. Si vous voulez passer à l'agriculture paysanne, il y a des rapports de la Confédération paysanne, 200 000, 300 000 emplois pour pouvoir faire ça. Mais ça, il faut de la puissance publique qui investit de l'argent pour... Et en plus, ça serait quand même une force, une richesse pour notre pays d'être un moteur de l'écologie dans le monde, d'être un moteur de l'économie de la mer dans le monde. Et en plus de générer de l'emploi. Est-ce qu'on peut avoir une politique qui soit une politique un peu enthousiasmante, pas seulement de serrer la ceinture, de savoir combien on va enlever au budget public, combien de services publics on va supprimer, combien de rails et de voies de la SNCF on va supprimer, qui est franchement la politique de M. Macron aujourd'hui et qui me rend très triste. La politique de M. Macron, aujourd'hui, c'est d'optimiser le système. C'est-à-dire on fait le constat que le système, notre modèle social, ne répond pas aux besoins des populations auxquelles il s'adresse. Et donc, il n'est pas question d'intervenir tout le temps de façon monétaire et financière. Il faut repenser, en fait, la manière dont ça fonctionne. Vous disiez vous-même, madame, que c'est extrêmement difficile de s'y retrouver dans la jungle des administrations pour savoir à qui il faut s'adresser pour trouver le bon interlocuteur. Quand Emmanuel Bompard dit que la politique de création d'emplois n'est pas la bonne, qu'est-ce que vous lui répondez? Après, ce sont des choix, effectivement, à budget difficile, parce que nous savons qu'actuellement, nous sommes, avec le budget de la France, est en déficit, et que nous avons pris, en fait, des dettes qui vont malheureusement être transmises à nos enfants et nos petits-enfants. Donc, il ne faut pas être, il faut à la fois avoir la dynamique, effectivement, nécessaire pour essayer de soutenir les branches de l'économie. Là, je suis d'accord avec M. Bompard sur les énergies renouvelables.
effectivement, il y a des secteurs de l'économie, et je crois savoir quand même que Nicolas Hulot, le ministre du Développement durable, porte ce genre de démarche. Mais il ne faut pas être non plus dans cette fuite en avant de dire qu'il faut tout le temps augmenter les minima, parce que ça n'est pas la bonne réponse. Madame, deux choses, si je peux me permettre, puisque vous posez la question des ressources du budget de l'État. Je vous dis... Rapidement, on arrive à la fin. Rapidement. Allez voir du côté de la fraude et de l'évasion fiscale, c'est 60 à 80 milliards d'euros chaque année. 1 600 € par personne par an qui part dans la fraude et l'évasion fiscale. 60-80 milliards d'euros, c'est le montant des prestations sociales, on en a parlé tout à l'heure. Deuxième chose, vous ne pouvez pas dire que votre politique est en faveur du développement des énergies renouvelables, car s'il y a une chose qu'avait fait bien François Hollande et son gouvernement, c'était de dire on pose une date dans laquelle il faut 50% d'énergie renouvelable dans ce pays. C'était la loi de transition énergétique. Première chose qu'a fait votre gouvernement, c'est de dire il n'y a plus de date, il n'y a plus de cap pour avoir 50% d'énergie nucléaire dans le pays. Bon, donc franchement, il faut être un peu cohérent avec la politique qui est menée, et je trouve ça encore une fois très dommage parce que c'est notre pays qui en pâtit. Merci à vous, en tout cas, d'avoir accepté le débat. On attend aussi l'annonce d'un plan pauvreté d'ici juillet. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais le plan pauvreté, la réforme des retraites, il y a aussi le 5e risque pour la dépendance. Pour essayer on suivra évidemment tout ça dans nos journaux régionaux et sur notre blog, évidemment, le blog politique, Laurent, parce que c'est déjà la dernière émission de la saison. Donc tout ça, on le suivra dans nos journaux régionaux et sur le web. Et puis, on vous dit à la saison prochaine, le 16 septembre déjà, mais on n'est pas en vacances pour autant, rassurez-vous. D'ici là, passez un bel été avec nous, évidemment.